L'année 945. Un enfant de 3 ans se tient aux côtés de sa mère Olga, regardant les ambassadeurs drevlianes supplier pour leur vie. Ces hommes ont tué son père Igor quelques semaines auparavant, et maintenant ils viennent proposer un mariage à sa mère. Ils ne savent pas encore qu'Olga a préparé une vengeance terrible. Le petit Sviatoslav observe sa mère orchestrer l'un des massacres les plus calculés de l'histoire médiévale. Les ambassadeurs sont enterrés vivants, brûlés dans des bains publics, assassinés lors d'un banquet funéraire. 5000 drevlianes périssent en une seule journée. Ce spectacle de violence et de pouvoir absolu marque l'enfance de Sviatoslav. Sa mère devient régente de la Rus de Kiev, dirigeant avec une main de fer pendant presque 20 ans. Mais contrairement à elle, le jeune prince ne s'intéresse pas à l'administration, au palais, aux cérémonies byzantines. Son tuteur est un vareg nommé Asmund, un guerrier nordique qui lui transmet l'art de la guerre, le code d'honneur des Vikings, le mépris du confort. Vers 957, un événement va créer la première grande rupture entre la mère et le fils. Olga voyage à Constantinople et se convertit au christianisme lors d'une cérémonie grandiose en présence de l'empereur Constantin, 7e Porphyrogénète. Elle revient à Kiev transformée, portant désormais le nom de baptême Hélène. Elle fait construire des églises, accueille des prêtres chrétiens, tente d'implanter la nouvelle foi dans son royaume. Mais Sviatoslav, maintenant adolescent, refuse catégoriquement de suivre cette voie. Quand sa mère le supplie de se convertir, il lui répond avec une franchise brutale. Ses guerriers le ridiculiseraient. Ils le verraient comme un traître aux anciennes coutumes. Pour un chef vareg, le respect de sa drouzina, sa compagnie de guerriers, est plus important que tout. Sans eux, il n'est rien. Et ces hommes ne suivront jamais un prince qui abandonne les dieux de ses ancêtres pour le dieu des Grecs. Les chroniques rapportent qu'Olga lui dit « Si tu persistes, tu détruiras tout ce que j'ai construit. » Mais le jeune homme tient bon. Il vénère Perrin, le dieu du tonnerre et de la guerre, Vélès, le dieu des serments, et toute la panthéon slave. Il participe aux rituels païens, consulte les devins, jure sur son épée selon les anciennes traditions. Ce conflit religieux ne cessera jamais entre eux, même si Sviatoslav tolère la présence de l'Église à Kiev, tant qu'elle ne touche pas à son pouvoir. Vers 962, Sviatoslav atteint sa majorité et prend enfin le contrôle effectif de la principauté. Il a environ 20 ans. Sa mère reste à Kiev pour gérer l'administration quotidienne, car le nouveau prince a d'autres ambitions. Il regarde vers l'est, vers le sud, vers les vastes territoires qui s'étendent au-delà des frontières de la Russe. Il voit les routes commerciales contrôlées par les Khazars, ces maîtres de la steppe qui prélèvent des taxes sur chaque marchandise transportée le long de la Volga. Il voit la richesse qui pourrait être sienne s'il brise leur emprise. Mais avant de frapper, Sviatoslav forge son style de vie unique. Les chroniqueurs byzantins et russes nous ont laissé un portrait saisissant de ce prince guerrier. Léon le Diacre, qui le rencontrera plus tard, le décrit ainsi. Un homme de taille moyenne, mais d'une constitution robuste, bien plus solide que l'empereur byzantin Jean Tzimiskès. Il rase complètement son crâne à l'exception d'une seule mèche de cheveux sur le côté, le signe distinctif de la noblesse parmi les guerriers des steppes. Sa moustache est épaisse et touffue, sa barbe presque inexistante. À son oreille pend une unique boucle d'or massive, ornée d'un rubis et de 2 perles. Mais ce qui frappe le plus les observateurs, c'est son mode de vie spartiate. La chronique des temps passés rapporte, lors de ses expéditions, il ne transportait ni chariot ni marmite et ne faisait pas bouillir de viande. Il découpait de fines lanières de chair de cheval, de gibier ou de bœuf et les mangeait après les avoir grillées sur les braises. Il n'avait pas de tente, mais étalait une couverture de cheval sous lui et plaçait sa selle sous sa tête comme oreiller. Tous ces guerriers faisaient eux de même. Ce n'est pas une pose. Sviatoslav vit vraiment comme ces hommes, partage leurs privations, dort à la belle étoile par tous les temps. Ses vêtements sont blancs et étrangement plus propres que ceux de sa suite, mais il refuse tout luxe, toute mollesse. Il incarne l'idéal du guerrier nomade, rapide comme un léopard, imprévisible comme la foudre. Cette austérité volontaire forge une loyauté inébranlable parmi sa drouzina. Ces hommes le suivraient en enfer s'il le leur demandait. En 964, Sviatoslav lance sa première grande campagne. Sa cible, le Khaganat khazar,
l'une des puissances les plus redoutables d'Europe orientale depuis plus de 2 siècles. Les Khazars contrôlent un empire immense qui s'étend de la mer Caspienne à la mer Noire, incluant la Crimée, le Caucase du Nord et les routes commerciales vitales de la Volga. Leur capitale Itil est un centre cosmopolite où se rencontrent marchands, musulmans, chrétiens et juifs. Car les Khazars eux-mêmes se sont convertis au judaïsme au 8e siècle, un choix unique dans l'histoire médiévale. Les raisons du conflit restent débattues par les historiens. La Rus de Kiev a intérêt à briser le monopole khazar sur la route commerciale de la Volga. Les Khazars prélèvent des taxes lourdes sur toutes les marchandises, fourrures, miel, cire et esclaves slaves, qui transitent vers le monde islamique et Byzance. Certains pensent que l'empereur byzantin Romain Ier Lécapène a encouragé Sviatoslav à attaquer les Khazars après que ceux-ci sont entrés en conflit avec Constantinople suite aux persécutions de Juifs dans l'Empire byzantin. Mais il existe aussi un précédent. En 944, les Khazars ont trahi une force russe qui revenait d'un raid sur les côtes caspiennes. Ils avaient promis un passage sûr en échange de la moitié du butin, puis ont attaqué et massacré les guerriers russes chargés de richesses. Cette trahison n'a pas été oubliée. Sviatoslav va la venger. Et bien plus encore. Le prince commence par rallier les tribus slaves orientales qui sont vassales des Khazars. Les Viatiches, qui habitent le cours supérieur de l'Oka, refusent d'abord. Sviatoslav leur envoie alors un message d'une concision terrifiante. « Je veux marcher contre vous. » En vieux slave, Oshu Nave Iti. Koshiu Navi Iti. Ces 5 mots deviennent sa signature. Pas de menaces élaborées, pas de négociations, juste une déclaration d'intention claire et brutale. Les Viatiches comprennent le message. Certains se rallient, les autres sont attaqués et forcés de payer tribut à Kiev plutôt qu'aux Khazars. Sviatoslav descend ensuite le long de l'Oka et de la Volga. Il emploie des mercenaires oghuz et petchénègues dans sa campagne, des cavaliers des steppes dont l'expertise est cruciale pour affronter les redoutables cavaleries khazars et bulgares. Ces nomades connaissent le terrain, les tactiques, les faiblesses de l'ennemi. Avec eux, l'armée de Sviatoslav devient une force composite redoutable, guerriers varegs lourdement armés, archers slaves, cavalerie légère des steppes. Vers 965, Sviatoslav frappe la première forteresse majeure, Sarkel, la tour blanche sur le Don. Cette citadelle a été construite par des ingénieurs byzantins un siècle plus tôt pour protéger les frontières occidentales du Khaganat. Ces murs de briques blanches se dressent comme un défi sur les rives du fleuve. Mais Sviatoslav la prend d'assaut et la détruit. Il la rebaptise Belaya Vedja et y installe une garnison russe. La route vers le cœur du Khaganat est ouverte. L'armée russe continue vers le sud-est, attaquant les Bulgares de la Volga, soumettant les Alains et les Kassogiens dans le bassin du Kouban, près du Caucase. Chaque victoire élargit la sphère d'influence de la Russe, ouvre de nouveaux territoires à la colonisation slave. Le chroniqueur arabe Ibn Hawqal, qui voyage dans la région, rapporte la destruction de villes khazars majeures. Sviatoslav saccage Samandar en Daghestan, une cité prospère au pied des montagnes du Caucase. Puis vient le coup fatal. Vers 968 ou 969, Sviatoslav atteint Itil, la capitale khazare sur l'embouchure de la Volga, près de la mer Caspienne. Cette métropole multiculturelle, où cohabitent musulmans, chrétiens, juifs et païens, est le centre nerveux du Khaganat. Ces marchés grouillent de marchands venus de Bagdad, de Constantinople, de Scandinavie. Ces palais abritent le Khagan et le Bek, les 2 souverains du système politique khazar. Sviatoslav rase Itil. Les sources arabes décrivent la destruction totale de la ville. Les habitants sont tués ou dispersés, les bâtiments incendiés, les richesses pillées. Le coup est si terrible que le Khaganat khazar ne s'en relèvera jamais vraiment. Le pouvoir impérial s'effondre, fragmenté en petits États successeurs précaires qui survivront encore quelques décennies avant de disparaître définitivement. Sur le chemin du retour vers Kiev, Sviatoslav ne se contente pas de sa victoire. Il attaque les Ossètes et les force à se soumettre. Chaque tribu vaincue doit désormais payer tribut à la Russe plutôt qu'aux Khazars. Le contrôle des routes commerciales nord-sud à travers les steppes et la mer Noire passe des mains khazars aux mains russes. Ces routes sont une source de revenus colossale. Fourrure, miel,
sires et surtout esclaves slaves, les Sakalibas du monde musulman, qui servent de gardes, de mercenaires, d'artisans, de concubines et d'eunuques dans les cours islamiques. Le commerce avec le monde arabe s'intensifie et les pièces d'argent de Bagdad affluent vers Kiev. La campagne contre les Khazars marque aussi un changement démographique majeur. Les colons slaves s'installent en masse dans la région de la culture Saltovo-Mayaki, cette zone de transition entre la forêt et la steppe. L'équilibre des populations bascule. Ce qui était un territoire dominé par les peuples turco-mongols devient progressivement un espace slave. Mais Sviatoslav n'a pas détruit les Khazars par pure ambition territoriale. Son alliance avec Byzance joue un rôle crucial. Les liens militaires entre la Russe et l'Empire byzantin sont étroits depuis la campagne d'Igor en 944. Le chroniqueur byzantin Jean Skilitses rapporte qu'un détachement russe a même accompagné l'empereur Nicéphore Phocas lors de son expédition navale victorieuse en Crète. Cette coopération va bientôt prendre une nouvelle dimension, bien plus périlleuse. En 967, un émissaire byzantin nommé Kalokiros arrive à Kiev. Il est le magistrat en chef de Chersonèse en Crimée, un grec cultivé et rusé. Il porte une proposition de l'empereur Nicéphore II Phocas qui va transformer le destin de Sviatoslav. 15 000 livres d'or, environ 4 800 kg de métal précieux, en échange d'une invasion de la Bulgarie. L'empereur byzantin a un problème. Le premier empire bulgare, qui s'étend au sud du Danube dans les Balkans, menace les frontières septentrionales de Byzance. Mais Nicéphore a déployé la majorité de ses forces en Orient pour combattre les Arabes. Il ne peut pas se permettre une guerre sur deux fronts. Sa solution ? Payer les Russes pour faire le sale boulot, qu'ils détruisent la Bulgarie, et ensuite, eh bien, on verra. Peut-être qu'affaiblis par la campagne, les Russes seront plus faciles à contrôler. Peut-être même qu'ils s'entretueront avec les Bulgares, réglant deux problèmes en même temps. Certaines sources suggèrent que Kalokiros a des ambitions personnelles. Il aurait tenté de convaincre Sviatoslav de le soutenir dans un coup d'État contre l'empereur byzantin en échange d'un contrôle permanent de la Bulgarie. Mais les historiens modernes accordent peu de crédit à cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que l'or byzantin brille de 1000 feux devant Sviatoslav. Le prince russe rassemble une armée. Les chiffres varient selon les sources, mais les chroniqueurs byzantins parlent d'une force substantielle. Si l'empereur payait 9 solidi par soldat recruté, le tarif standard byzantin, alors l'armée de Sviatoslav ne dépassait probablement pas 12 000 hommes, voire moins si le prince a gardé une large part de l'or pour lui-même. Cette pratique de retenir un tiers ou la moitié du paiement était courante chez les chefs mercenaires. Mais 12 000 guerriers russes, augmentés de contingents Petchénègues et Magyars, représentent une force redoutable. Kalokiros guide personnellement un corps d'auxiliaires grecs. Sviatoslav traverse les territoires du nord vers les frontières septentrionales de la Bulgarie et débarque sur la rive sud du Danube. Les Bulgares n'étaient pas préparés. Leur armée rencontre les Russes à la frontière, mais elle est rapidement submergée. La cavalerie lourde bulgare, réputée pour sa puissance de choc, se brise contre les formations serrées des guerriers varègues et la mobilité des cavaliers des steppes. Ville après ville tombe. Sviatoslav s'empare de Philippopolis, l'actuel Plovdiv, et massacre sa population, un avertissement brutal à ceux qui résisteraient. Il avance jusqu'à Andrinople, menaçant directement Constantinople. Le roi Boris II de Bulgarie est vaincu. Sviatoslav prend le contrôle de la Bulgarie orientale et s'installe à Pereiaslavets, identifié aujourd'hui comme le village moderne de Nufaru, en Roumanie, sur le Danube. Et c'est là que tout se complique, car Sviatoslav tombe amoureux de sa conquête. Pereiaslavets n'est pas juste une autre ville à piller. C'est un centre commercial stratégique extraordinaire, situé à la croisée des routes fluviales et terrestres. Depuis ce port sur le Danube, on peut contrôler le commerce entre l'Europe centrale, Byzance et les steppes. La chronique des temps passés rapporte les propres mots de Sviatoslav. C'est à Pereiaslavets, au centre de mes terres, que convergent toutes les richesses. L'or, les soieries, le vin et les fruits variés de Grèce, l'argent et les chevaux de Hongrie et de Bohême, et de Russe les fourrures, la cire, le miel et les esclaves. En 969, Sviatoslav prend une décision qui horrifie ses boyards et brise le cœur de sa mère. Il annonce son intention de déplacer la capitale de la Russe de Kiev à Pereiaslavets. Kiev,
La ville de ses ancêtres, le berceau de la dynastie Riourikide, ne sera plus le centre du pouvoir. Le futur de son empire sera sur le Danube, pas sur le Dniepr. Olga, sa mère, meurt 3 jours après avoir appris cette nouvelle. Certains disent que le choc l'a tuée. Elle qui avait passé des décennies à construire Kiev comme capitale chrétienne, elle qui voyait en son fils le futur empereur d'une Russe christianisée, elle voit maintenant son œuvre abandonnée pour les chimères balkaniques d'un païen obstiné. Elle est enterrée selon le rite chrétien, mais sans son fils à ses côtés. Il est déjà reparti vers son nouveau royaume sur le Danube. Avant de quitter Kiev définitivement, Sviatoslav divise son domaine entre ses 3 fils. À Yaropolk, l'aîné, échoua Kiev. À Oleg reviennent les terres conquises sur les Drevlianes. À Vladimir, le fils illégitime né d'une servante nommée Maloucha, les gens de Novgorod demandent qu'il soit leur prince. Sviatoslav accepte. Il établit ainsi un système d'apanage qui survivra à sa mort, mais qui plantera aussi les graines d'une guerre fratricide. À l'été 969, Sviatoslav retourne en Bulgarie à la tête d'une armée qui inclut de nouveau des auxiliaires Petchénègues et Magyars. Il ravage la Thrace, s'empare de villes, consolide son contrôle. Mais à Constantinople, l'humeur a changé. L'empereur Nicéphore II Phocas, qui avait payé Sviatoslav pour détruire la Bulgarie, est assassiné en décembre 969. Son successeur Jean Ier Tzimiskès est un général brillant et impitoyable, et il n'a aucune intention de laisser les Russes s'installer définitivement dans les Balkans. Jean Tzimiskès comprend immédiatement la menace. Sviatoslav ne se comporte pas comme un mercenaire qui a terminé son contrat. Il se comporte comme un conquérant qui a l'intention de rester. Pire encore, sa présence sur le Danube menace directement les routes commerciales byzantines et ouvre la porte à des raids futurs sur Constantinople elle-même. L'empereur essaie d'abord la diplomatie, envoyant des messagers pour convaincre Sviatoslav de se retirer de Bulgarie. Le prince russe refuse avec mépris. Il a conquis ses terres par son épée. Elles lui appartiennent. Il ne partira pas simplement parce qu'un nouvel empereur byzantin le lui demande. Cette arrogance va lui coûter cher. Pendant que Sviatoslav consolide sa position en Bulgarie, une catastrophe frappe Kiev. Les Petchénègues, ces mêmes nomades qu'il a employés comme mercenaires, assiègent la capitale de la Russe en son absence. Olga est encore vivante à ce moment, mais elle est faible et âgée. La ville est sur le point de tomber quand Sviatoslav apprend la nouvelle. Il retourne en catastrophe pour libérer Kiev, disperse les Petchénègues, mais l'incident révèle la fragilité de son empire étendu. Gouverner depuis le Danube laisse ses territoires ancestraux vulnérables. Mais Sviatoslav refuse de changer de stratégie. Dès que Kiev est sauvé et que sa mère est enterrée, il retourne en Bulgarie. C'est là que son destin se jouera, pas dans les forêts du Nord. En 970, la confrontation avec Byzance devient inévitable. Sviatoslav défie ouvertement le pouvoir byzantin. Il traverse le Danube vers le sud et attaque Andrinople au cœur de l'été. La panique s'empare de Constantinople. Les Russes sont à quelques jours de marche de la capitale impériale. Les murs théodosiens pourraient tenir, mais si Sviatoslav s'installe durablement en Thrace, l'empire est en danger mortel. Jean Tzimiskès réagit avec l'énergie d'un grand stratège. Il envoie d'abord son général Bardas Skléros avec une armée pour bloquer l'avance russe. Les forces se rencontrent à Arkadiopolis. Sviatoslav mène une coalition hétéroclite. Russes, Petchénègues, Magyars et Bulgares, qui ont choisi de se ranger à ses côtés. Mais face à la discipline byzantine, à la cavalerie lourde cataphractaire et à l'infanterie professionnelle de l'Empire, cette coalition se brise. Bardas Skléros remporte une victoire décisive. Sviatoslav se replie, mais il ne capitule pas. Il se retranche en Bulgarie orientale et se prépare pour un long affrontement. Pendant ce temps, Jean Tzimiskès écrase une rébellion interne, puis se tourne vers les Balkans avec toute la puissance impériale. L'empereur se présente comme le libérateur de la Bulgarie face aux envahisseurs russes, une propagande habile qui divise ses ennemis. En 971, Jean Tzimiskès lance sa campagne. Il franchit les passes montagneuses difficiles des Balkans et s'empare rapidement de Marcianopolis, moderne Devnya en Bulgarie, où Sviatoslav retient plusieurs princes bulgares en otage. Les Russes sont pris par surprise par la vitesse de l'offensive byzantine. L'armée impériale est bien équipée, bien commandée et bénéficie du soutien de la population bulgare qui voit maintenant les Byzantins comme des libérateurs plutôt que comme des ennemis.
Sviatoslav se replie sur Durostorum, l'actuelle Silistra en Bulgarie, sur la rive sud du Danube. Cette forteresse devient son dernier bastion. Les armées byzantines l'assiègent le 23 avril 971. Commence alors un siège de 65 jours qui teste la résilience des deux camps. Les chroniques byzantines décrivent des combats acharnés. Sviatoslav et ses guerriers se battent avec une férocité désespérée. Ils lancent des sorties nocturnes contre les lignes de siège, tentent de briser l'encerclement, mais chaque fois ils sont repoussés. Les Byzantins utilisent le feu grégeois, cette arme terrifiante qui brûle même sur l'eau, contre les positions russes. Les pertes sont lourdes des deux côtés. À l'intérieur de Durostorum, les vivres s'épuisent. Les guerriers russes, habitués aux privations, tiennent bon, mais la situation devient intenable. Les Byzantins contrôlent le Danube, empêchant tout ravitaillement. Les renforts de Kiev ne peuvent pas arriver à temps. La ville est trop loin, les routes trop dangereuses. Le 22 juillet 971, après plus de 2 mois de siège, Sviatoslav accepte de négocier. Le lendemain, il signe un traité de paix avec Jean Tzimiskès. Les termes sont humiliants pour le fier conquérant. Il doit abandonner toutes ses conquêtes en Bulgarie, évacuer toutes les villes, renoncer à toute prétention sur les Balkans. En échange, l'empereur lui garantit un passage sûr pour retourner en Russe avec les restes de son armée. Le traité contient aussi des clauses religieuses et diplomatiques. Sviatoslav et ses envoyés jurent fidélité en invoquant Perun et Vélès, les dieux slaves, devant les représentants byzantins. Ils promettent de ne jamais faire la guerre contre Constantinople ou Chersonèse. Les chroniqueurs byzantins notent ces serments païens avec un mélange de curiosité et de mépris. Pour eux, c'est la preuve de la sauvagerie scythe des Russes. La rencontre entre Sviatoslav et Jean Tzimiskès est devenue légendaire. Le prince russe arrive en bateau sur le Danube pour rencontrer l'empereur byzantin qui l'attend sur la rive avec toute la pompe impériale. Les sources byzantines, notamment les chroniques de Jean Skylitzès et le récit de Léon le Diacre, nous donnent un portrait saisissant de cette scène. Sviatoslav rame lui-même parmi ses guerriers, vêtu de blanc, portant sa mèche de cheveux et sa boucle d'oreille en or. Il ne montre aucune déférence particulière envers l'empereur, pas de prosternation, pas de flatterie. Il discute les termes du traité avec la même franchise brutale qu'il emploie pour déclarer la guerre. Pour lui, c'est un simple accord entre égaux, même s'il a perdu. Jean Tzimiskès, dans sa pourpre impériale, entouré de ses gardes cataphractaires et de ses courtisans, regarde ce barbare vaincu mais toujours fier, et comprend qu'il n'a pas complètement brisé l'esprit de cet homme. Mais l'empereur byzantin ne va pas prendre de risques. La paix avec Sviatoslav ne durera que tant que le prince sera vivant. Mort, il ne sera plus une menace. Jean Tzimiskès applique la stratégie décrite par Constantin VII Porphyrogénète dans son traité de Administrando Imperio. Fomenter la discorde entre les Russes et les Péchénègues. Il envoie secrètement des émissaires et de l'or au Khan Péchénègue Kouria. À l'automne 971, Sviatoslav quitte Durostorum avec les restes de son armée. Les sources ne donnent pas de chiffres précis, mais après des mois de siège et de combats, ses forces sont sévèrement réduites. Il remonte le Danube, puis doit traverser les territoires contrôlés par les Péchénègues pour atteindre le Dniepr et finalement Kiev. Sveneld, son commandant le plus expérimenté, le met en garde. Les rapides du Dniepr sont dangereux à franchir et les Péchénègues rôdent dans la région. Il serait plus sage d'attendre le printemps, de passer l'hiver en Bulgarie ou de chercher une route alternative. Mais Sviatoslav, obstiné comme toujours, refuse d'écouter ses conseils prudents. Il veut rentrer chez lui, récupérer, lever une nouvelle armée. Il a déjà perdu assez de temps. C'est une erreur fatale. L'hiver s'installe pendant qu'il progresse vers le nord. Les vivres manquent, les conditions sont épouvantables. Quand ils atteignent les rapides du Dniepr au début du printemps 972, les Péchénègues les attendent. Kouria, le Khan, a positionné ses guerriers près de l'île de Khortytsia, l'un des points de passage obligés. Sviatoslav et ses hommes sont affaiblis, affamés, épuisés. Ils sont loin de leur base, sans possibilité de retraite ou de renfort. Les Péchénègues, cavaliers experts des steppes, les encerclent et attaquent avec une violence terrible. Ce n'est pas une bataille, c'est un massacre. La chronique des temps passés rapporte que tous les guerriers russes sont tués. Sviatoslav lui-même tombe sous les coups,
à environ 30 ans après une décennie de conquêtes qui ont redessiné la carte de l'Europe orientale. Le Khan Kouria, suivant une vieille coutume des steppes, fait transformer le crâne du prince en coupe à boire, un hanap incrusté d'or. Les Petchénègues croient qu'en buvant dans ce récipient macabre, ils absorberont la sagesse et le courage de leur ennemi vaincu. Ainsi meurt Sviatoslav le Brave, non dans une bataille glorieuse contre un ennemi égal, mais dans une embuscade orchestrée par la diplomatie byzantine et exécutée par des nomades qu'il avait lui-même employés comme mercenaires quelques années auparavant. L'ironie de cette fin n'échappe à personne. L'homme qui avait détruit le Khaganat khazar, conquis la Volga, défié Byzance, périt parce qu'il a sous-estimé la ruse de ses ennemis et ignoré les conseils de ses vétérans. La mort de Sviatoslav plonge la Russe de Kiev dans le chaos. Le prince a divisé ses territoires entre ses 3 fils, mais sans système de succession clair. Yaropolk gouverne Kiev, Oleg contrôle les terres des Drevlianes, Vladimir règne sur Novgorod. Pendant quelques années, cette division tient tant bien que mal. Mais en 976, les tensions explosent. Une dispute éclate entre Oleg et Yaropolk. Les chroniques ne donnent pas les détails exacts du conflit, mais le résultat est clair. Une guerre fratricide. Les armées des 2 frères s'affrontent et Oleg est tué. Vladimir, voyant le sort de son frère, comprend qu'il est le prochain sur la liste. Il fuit Novgorod et part vers la Scandinavie pour échapper au sort d'Oleg. Ce n'est pas une simple fuite. Vladimir va chercher des alliés, recruter une armée. Il rassemble des guerriers varegs, mercenaires nordiques toujours prêts à se battre pour de l'or et du butin. Avec cette force, il revient en 980, déterminé à prendre sa revanche. La campagne de Vladimir est méthodique et impitoyable. Il prend Polotsk, Smolensk, puis d'autres villes clés en route vers Kiev. Chaque victoire renforce son armée et affaiblit la position de Yaropolk. Quand il assiège finalement Kiev, son frère aîné se retrouve isolé, sans alliés, avec des provisions qui s'épuisent. Yaropolk accepte de négocier. Il se retire dans un faubourg sous trêve pour parlementer. Mais Vladimir n'a aucune intention de partager le pouvoir. Lors de la rencontre, Yaropolk est trahi par les propres hommes qui devaient le protéger, dont un chef vareg nommé Blotvar ou Blood. Il est tué par l'épée. Vladimir devient ainsi le seul maître de la Russe de Kiev. Mais cette victoire est souillée par le sang familial. Il a tué son propre frère pour unifier le royaume que leur père avait fragmenté. Les corps de Yaropolk et d'Oleg sont finalement enterrés ensemble dans l'église de la Dîme à Kiev, une réconciliation posthume amère. L'ironie de l'histoire veut que Vladimir, le fils illégitime né d'une servante, celui que Sviatoslav avait relégué à Novgorod, accomplisse ce que son père n'a jamais pu faire, christianiser la Russe. En 988, Vladimir se convertit au christianisme orthodoxe et impose cette religion à tout son peuple. Il épouse Anne, la sœur de l'empereur byzantin Basile II, scellant une alliance durable avec Constantinople. Ce faisant, Vladimir réalise le rêve de sa grand-mère Olga, mais trahit l'héritage païen de son père Sviatoslav. Les dieux Perun et Vélès, auxquels Sviatoslav avait prêté serment toute sa vie, sont jetés dans le Dniepr. Les anciennes coutumes sont interdites. L'Église orthodoxe s'implante profondément dans la société russe. La Russe de Kiev devient une principauté chrétienne, un partenaire de Byzance, non plus un royaume de guerriers païens défiant l'ordre établi. Revenons sur les campagnes militaires de Sviatoslav pour comprendre ce qui a rendu ce conquérant si redoutable. Sa première grande force était la mobilité. Contrairement aux armées médiévales traditionnelles, qui se déplaçaient lentement avec d'immenses trains de bagages, Sviatoslav voyageait léger. Pas de chariots, pas de tentes élaborées, peu d'équipements superflus. Ces guerriers vivaient de la terre, se nourrissant de ce qu'ils pouvaient chasser, piller ou acheter en route. Cette austérité leur donnait une vitesse de mouvement exceptionnelle pour l'époque. Sa seconde force était sa capacité à intégrer différents types de troupes. Les varegs formaient le noyau dur de son armée, infanterie lourde équipée de cottes de mailles, de haches, d'épées et de boucliers ronds. Ces guerriers nordiques excellaient dans le combat rapproché et formaient un mur de boucliers presque impénétrable. Autour d'eux, Sviatoslav employait des archers slaves et, crucial, de la cavalerie légère des steppes, Petchénègues, Oghuz, parfois même magyars.
Cette combinaison d'infanterie lourde et de cavalerie légère lui donnait une flexibilité tactique remarquable. La cavalerie pouvait harceler l'ennemi, désorganiser ses formations, puis se replier derrière le mur de boucliers varègues quand l'ennemi chargeait. C'était une adaptation des tactiques vikings aux conditions des steppes eurasiennes. Sa troisième force était psychologique. Le message « Je veux marcher contre vous » n'était pas seulement une déclaration de guerre. C'était une guerre psychologique. Les ennemis de Sviatoslav savaient qu'il n'utilisait pas de ruse, pas de subterfuge. Il arriverait là où il disait qu'il arriverait. Paradoxalement, cette prévisibilité créait une terreur anticipée. Les villes avaient le temps de se préparer, mais aussi le temps de s'angoisser. Beaucoup choisissèrent de se rendre plutôt que d'affronter ce guerrier légendaire. Ses faiblesses étaient également évidentes. La première, l'administration. Sviatoslav était un conquérant, pas un bâtisseur d'empire. Il prenait des villes, mais ne les organisait pas en système cohérent. Après avoir détruit Itil, il n'a pas occupé le territoire khazar de manière permanente. Il a frappé et est reparti, laissant des vides de pouvoir que d'autres ont remplis. Cette approche a créé un empire éphémère, vaste sur la carte mais fragile dans la réalité. La seconde faiblesse, la surextension. En déplaçant sa capitale de Kiev à Pereyaslavetz, Sviatoslav a créé une situation géopolitique impossible. Son empire s'étendait de Novgorod au nord à la Bulgarie au sud, de la Volga à l'est au Danube à l'ouest. Mais sans structure administrative solide, sans réseau de routes sécurisé, sans système de communication efficace. Comment gouverner un territoire si vaste? Quand les Péchénègues ont assiégé Kiev en 968, il a fallu des semaines avant que Sviatoslav n'apprenne la nouvelle et revienne. Un empire ne peut pas fonctionner avec de tels délais. La troisième faiblesse, la diplomatie, ou plutôt son absence. Sviatoslav était un guerrier direct qui méprisait l'intrigue byzantine. Quand Jean Tzimiskès a envoyé des messagers pour négocier son retrait de Bulgarie, Sviatoslav a refusé avec arrogance. Il ne comprenait pas que Byzance était passé maître dans l'art de retourner des alliés, de soudoyer des ennemis, de transformer des victoires militaires en défaites politiques. L'embuscade péchénègue qui l'a tué était le résultat de cette naïveté diplomatique. Au Xe siècle, le Danube représentait bien plus qu'un simple fleuve. C'était la ligne de démarcation entre le monde chrétien byzantin et les steppes païennes, entre deux civilisations opposées. Constantinople contrôlait les Balkans depuis des siècles, mais cette domination restait fragile. Le premier empire bulgare avait représenté une menace constante pendant 200 ans, assiégeant même Constantinople en 813 et 913. Pour Sviatoslav, la Bulgarie n'était pas une simple conquête. C'était un tremplin vers la Méditerranée, un accès aux routes commerciales byzantines qui transformerait sa dynastie de chefs de guerre nordiques en monarchie européenne légitime. Pereyaslavetz, sur le Danube, offrait une position stratégique idéale pour contrôler le commerce entre l'Europe centrale, les steppes et Byzance. Mais il sous-estimait la détermination de Constantinople, prête à tout pour empêcher l'émergence d'un État russe fort sur le Danube. Sviatoslav incarnait la culture varègue à son apogée. Ces guerriers scandinaves avaient établi un système unique en Europe orientale. Des comptoirs commerciaux fortifiés le long des fleuves, collectant le tribut des tribus slaves et vendant esclaves et fourrures à Byzance et au monde islamique. Cette entreprise était autant commerciale que militaire. La Droujina, cette fraternité de guerriers professionnels liés à leur prince par des serments personnels, explique le refus obstiné de Sviatoslav d'accepter le christianisme. Se convertir aurait signifié trahir le code d'honneur partagé avec ses guerriers et perdre toute légitimité. Dans la culture varègue, un chef abandonnant les dieux ancestraux devenait un traître. Le conflit entre christianisme et paganisme n'était pas théologique mais politique. Accepter le christianisme signifiait se soumettre à l'autorité byzantine. Derrière les batailles se cachait une réalité économique brutale. Les guerres de Sviatoslav visaient à contrôler les routes commerciales les plus lucratives d'Europe orientale. La route des Varègues aux Grecs transportait fourrures, cire, miel et esclaves slaves vers Constantinople, tandis que la route de la Volga menait vers le monde islamique et ses pièces d'argent. En détruisant le khaganat khazar, Sviatoslav a transféré le contrôle de ces routes à Kiev, générant des profits considérables. Ces guerres produisaient un flux constant de captifs vendus comme esclaves.
Cette logique économique motivait ses conquêtes autant que l'ambition personnelle. Le mot « esclave » lui-même dérive de « slave », témoignage linguistique de cette traite massive. Le Xe siècle était une époque de bouleversement. Vikings, Magyars et Arabes redessinaient la carte européenne. Sviatoslav se distinguait par son rejet du christianisme et sa tentative de créer un empire païen alors que le paganisme déclinait partout. Il était peut-être le dernier grand conquérant païen d'Europe. Son contemporain Othon Ier, empereur chrétien intégré au système féodal européen, représentait son opposé. Les empereurs byzantins utilisaient diplomatie et intrigue autant que les armes. Sviatoslav, plus direct et presque naïf dans sa foi en la force militaire, ne comprenait pas ces subtilités, ce qui explique sa défaite finale. Contrairement aux empereurs byzantins qui laissèrent palais et églises, Sviatoslav ne construisit aucun monument durable. Les seuls artefacts de son époque sont des armes et des pièces dans les tombes varègues. Même son crâne transformé en coupe n'a jamais été retrouvé. Mais son impact démographique fut immense. La destruction du Khaganat khazar ouvrit les steppes à la colonisation slave. Les territoires entre le Dniepr et la Volga devinrent progressivement slaves, transformation qui façonna l'identité ethnique de la région pour des siècles. Ces conquêtes renforcèrent aussi l'identité de Kiev comme puissance régionale, permettant à son fils Vladimir de négocier d'égal à égal avec Byzance. L'historiographie de Sviatoslav varie selon les époques et les nations. Les chroniqueurs russes médiévaux le décrivaient avec une admiration teintée de regret, louant son courage mais déplorant son paganisme. Les Byzantins le voyaient comme un barbare typique. Au XIXe siècle, les nationalistes russes le célébrèrent comme symbole d'indépendance. En Russie post-soviétique, sa mémoire reste controversée. Une statue proposée à Belgorod en 2005 créa un scandale avec son imagerie antisémite. Pour les Ukrainiens, il occupe une place complexe comme prince de Kiev. Pour les Bulgares, il reste l'envahisseur qui détruisit leur premier empire. L'erreur de Sviatoslav ne fut pas militaire mais politique. En déplaçant sa capitale à Pereyaslavetz, il créa une situation géopolitiquement insoutenable. Un État ne peut avoir son centre de pouvoir dans un territoire contesté, loin de ses bases. Il sous-estima l'importance de l'administration civile et s'isola diplomatiquement par son paganisme. Sa dépendance aux mercenaires Petcheneg se retourna contre lui quand Byzance les paya pour le tuer. Sviatoslav transforma la carte de l'Europe orientale en une décennie, mais son empire s'effondra immédiatement après sa mort. Il était un guerrier, pas un bâtisseur, conquérant pour la gloire plutôt que pour créer des structures durables. Son fils Vladimir comprit que l'avenir appartenait aux États chrétiens organisés et adopta le modèle byzantin. Pourtant, la mémoire de Sviatoslav persiste, non dans des monuments, mais dans les récits de son courage et son refus des compromis. Son message « Je veux marcher contre vous » résonne comme un défi aux conventions. Il échoua à bâtir un empire durable, mais créa une légende immortelle. Car l'histoire se souvient des conquérants qui ont osé défier le monde, même dans la défaite. Plus d'un millénaire après sa mort, nous racontons encore l'histoire de ce païen obstiné qui préféra une courte vie de gloire à une longue vie dans l'ombre.